Merci de nous recevoir de partout à travers le monde. C'est votre magazine d'information et d'actualité Congo Positif, le tout premier numéro de la semaine. Vous êtes en direct de la capitale congolaise, Kinshasa. Aujourd'hui, nous allons commencer avec ces différents sujets d'information. D'abord, plusieurs manifestations à Kinshasa contre l'agression rwandaise. Les jeunes ont pris d'assaut plusieurs installations diplomatiques. Et aussi, pour ce premier numéro d'information, d'actualité, nous allons parler de ces sujets. Le paroxysme a-t-il atteint, le mal a-t-il atteint son paroxysme, j'allais dire, au sein de la CGT, Agence congolaise de grands travaux? Où en sommes-nous? Où allons-nous avec ces problèmes qui est en train de se poser au sein de cette structure de l'État? Avec notre invité, mesdames, messieurs, nous allons passer en revue ces deux bons sujets d'actualité. Un invité qui n'est plus à présenter, mais je m'en vais quand même de le présenter parce que la noblesse, la galanterie voudrait ainsi. C'est Monsieur Maître Dany Chamala, analyste politique indépendant, à qui déjà nous disons bienvenue sur notre plateau de Tokomio Api. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. En forme? Oui, je vais très bien. Un bon lundi, à travers la ville, il y a des manifestations qui sont enregistrées, un déploiement massif de la police, un dispositif assez important. Maître, en tant qu'analyste, est-ce suffisant ces différentes manifestations dans la capitale? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette question-là. Je crois que la manifestation, sous toutes ses formes, c'est une expression d'un sentiment. Soit le sentiment de colère, soit le sentiment de joie, soit le sentiment de tristesse. Alors, s'il y a des manifestations sur la ville, je crois que chaque service fait son travail. Et il est aussi reconnu, même de par notre Constitution, la liberté d'expression. La population a le droit de s'exprimer. Mais la liberté d'expression ne dit pas qu'on doit faire du vandalisme, on doit quand même vandaliser le bien commun, le bien de l'État comme ça. En fait, j'étais en train de parler sur la liberté d'expression. Tout à fait. Il y a aussi la liberté de manifestation. Mm-hmm. Et toutes ces libertés ont quand même des limites, dans le sens que lorsque vous manifestez, vous n'allez pas vous en prendre au bien des citoyens ou bien au bien de l'État. De l'État. Parce que ce que vous êtes en train de faire, vous voulez exprimer ou vous voulez faire passer un message. Et le message, on ne le fait pas passer par le fait de casser ou de caillasser. Non, ce n'est pas de cette façon-là. Lorsque vous manifestez, vous devez avoir un mémo que vous allez déposer auprès de chaque structure que vous estimez être en mesure de faire entendre votre voix. C'est comme ça que je suis en train de dire que la manifestation est légale et autorisée aussi par les lois de la République démocratique du Congo. On ne peut pas empêcher quelqu'un à manifester, mais seulement que chaque service doit faire son travail, c'est-à-dire la police doit être là pour encadrer les manifestants, parce que n'oubliez pas qu'à chaque fois qu'il y a l'attroupement, il y a toujours des brebis galeuses qui peuvent peut-être chercher à jeter des pierres de gauche à droite. La police doit être là pour sécuriser. Entre-temps aussi, il y a aussi d'autres services de sécurité qui doivent être informés de la situation, vérifier la situation pour éviter à ce que l'ennemi aussi puisse pénétrer ou puisse profiter de cette manifestation pour poser des actes qui peuvent discréditer aussi la République démocratique du Congo. Avec cette allure, est-ce que ne craignez-vous pas que ces actes puissent se retourner contre nous-mêmes et puis contre le président? Ne pensez-vous pas cela? En fait, la manifestation n'est pas propre aux Congolais.
dans tous Mais les pays. c'est quand même les Congolais qui réagissent, Oui, qui manifestent oui, comme ça là. dans tous les pays, lorsque la population ou le peuple n'est pas content de tel ou tel autre point, il y a toujours des manifestations, mais seulement que cette manifestation-là doit être encadrée. C'est ce que je dis. On doit encadrer ces manifestants-là. Pas les empêcher de manifester, mais les encadrer pour qu'ils arrivent à atteindre leur destination. C'est-à-dire, ils peuvent dire que nous allons, par exemple, auprès de l'ambassadeur des États-Unis. On peut les encadrer jusqu'au niveau de l'ambassade des États-Unis. Ils déposent leur mémo. Nous allons, par exemple, auprès de l'ambassade de la France, ainsi de suite. Donc, lorsqu'ils arrivent à atteindre leur objectif, je crois qu'il n'y aura pas de dégâts. Mais c'est comme ça que j'ai dit que la police doit encadrer pour éviter aussi à ce que l'ennemi puisse profiter. Parce que vous savez, nous vivons dans un pays où nous avons une opposition, nous avons une majorité. Et vous savez que parmi cette opposition-là, même au sein de la majorité en question, il y a des gens qui, au fait, souhaitent l'échec du président de la République. Et pour ceux qui souhaitent l'échec, ils veulent assez que lors des manifestations pareilles, qu'il y ait des dérapages qui peuvent pousser même à la fermeture de certaines ambassades ou à la rupture de relations diplomatiques pour dire que non, voilà, le président n'a pas bien géré la situation. C'est que d'ailleurs on est en train de craindre d'ailleurs. Et aussi, voilà un peu. Donc, je crois que si la police fait bien son travail et si les Congolais qui sont allés manifester sont vraiment conscients, ils ne feront pas des choses qui peuvent amener à ce que les dérapages sur le plan diplomatique puissent être constatés. Il y a une image qui a fait un peu jaser, qui a fait polémique dans la toile, de voir les ministres en plein conseil, mettre la tempe comme ça, la main sur la tempe, et les Congolais, chacun en sa manière, s'est exprimé pour dire que peut-être que c'était de trop. On aurait pu laisser simplement le journaliste faire un tel geste. Pourquoi le ministre réuni en conseil devrait-il se voir dans l'obligation de faire ces gestes-là? Vous partagez cet avis? Bon, je crois que le fait de poser cet acte-là n'enlève pas à tous ces gens-là leur casquette de ministre ou leur qualité de ministre. Mais quand même, on dit que c'est de trop. Ils n'ont pas agi en tant que des ministres, mais ils ont agi en tant que des Congolais. Parce que ceux qui meurent là à l'est de la République démocratique du Congo sont aussi les membres de leur famille et ce sont aussi leurs administrés. Ils agissent aussi avec le sentiment des Congolais. Ils sont Congolais comme nous. L'exception, c'est seulement du fait qu'ils ont reçu au moins le mandat de nous gérer. Mais entre-temps, ce sont des gens avec qui nous vivons ensemble, nous restons ensemble. Ils doivent aussi manifester, lorsqu'il faut manifester, un mécontentement contre surtout une agression qui est décriée partout dans le monde. Ce n'est pas au fait une faiblesse, ce n'est pas un aveu d'échec, ce n'est pas comme les gens le pensent. On dit de nos gouvernants, ils sont de pleurnichards. Il y a ceux qui pensent comme ça. Ceux qui pensent de cette façon-là, peut-être, ils ont un peu exagéré. Pleurnichard, je crois que la République démocratique du Congo n'a jamais pleurniché parce que nous avons les atouts possibles pour faire face à quoi que ce soit, à toute éventualité. Nous n'avons jamais été des pleurnichards, mais seulement nous sommes en train d'épuiser toutes les voies diplomatiques possibles pour arriver à résoudre des questions. Mais lorsque nous arriverons au point rouge, je crois que le Congo, la République démocratique du Congo, va montrer effectivement que ce n'est pas pour rien que nous avons l'image des léopards. Est-ce, pour terminer avec ces chapitres, maître, on peut croire que, ou on peut dire, avec Félix Tshisekedi au pouvoir, les Congolais peuvent espérer en finir avec la situation de l'Est? Oui, on peut espérer. L'espoir est là, mais ce que je demande... Il a dit, je dois vous rappeler quand même qu'à la moindre escarmouche, il va réagir. Mais jusque-là, d'ailleurs, le mot est en train d'être récupéré à mille et une façons. Je vais vous dire, par rapport à ce qui se passe à l'est de la République démocratique aujourd'hui, à l'est de la République démocratique du Congo aujourd'hui, en d'autres termes, ce sont des choses ou des gestes de provocation pour envenimer la situation dans la sous-région. Mon frère, je vous dis sincèrement que la guerre en République démocratique du Congo, déclenchée contre un autre État, va embraser toute la sous-région.
La République démocratique du Congo, c'est un pays continent. Nous avons 9 frontières avec 9 voisins différents. Alors, une guerre déclarée en République démocratique du Congo contre un État, c'est une guerre qui va embraser toute la région. Maître, comme on disait tantôt, nous en avons les Congolais, parce que je fais aussi partie de cette catégorie, qui pensent que c'est un peu trop. Le président récemment a parlé de la moindre escarmouche, mais on continue toujours à tuer nos concitoyens. On peut toujours espérer? Oui, merci beaucoup mon frère pour cette question-là. Je disais toujours que non. Vous savez, tout ce que vous voyez en train de passer de gauche à droite, à l'est de la République démocratique du Congo, des bombes qui tombent et tout ça, ce sont des actes de provocation. En termes militaires, on peut même parler de la divagation. En fait, en réalité, ce n'est pas que ces rebelles sont en train de défier les chefs de l'État par rapport à ces dires, mais on est en train de nous pousser à commettre des actes qui peuvent enflammer la région de Grand Lac. Parce que nous connaissons déjà que l'agresseur, c'est le Rwanda. On connaît aussi le M23 qui agissent sous l'appui rwandais. Ben, qu'est-ce que nous attendons? Qu'est-ce qu'il nous reste pour vraiment donner une réponse là qui va nous faire respecter par le Rwandais? Ce que je peux dire, mon frère, dans tout ça, c'est que nous connaissons l'agresseur. Et nous connaissons déjà leur mode opératoire. Nous sommes en train de travailler. Donc, nous, les Congolais, nous devons travailler dans le sens d'épuiser toutes les voies pacifiques possibles. Et lorsque nous arriverons au point où il est impérieux de déclarer la guerre, cela ne prendra pas 24 heures pour le faire. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, là, que la République démocratique du Congo, c'est un léopard qui dort. Et le temps de se réveiller est déjà arrivé. Et les gens seront surpris de la réaction de la République démocratique du Congo. Mais seulement, nous donnons encore la chance à tous les moyens pacifiques possibles qui peuvent nous aider à régler ces conflits-là. Parce qu'aujourd'hui, déclarer la guerre contre un État, nous pouvons le faire, mais seulement, on peut peut-être nous reprocher certaines choses de n'avoir pas épuisé toutes les voies pacifiques possibles. Lorsque vous parlez de voies pacifiques, nous avons des conventions et des conventions, des accords et accords. De quelles voies diplomatiques ou pacifiques vous pensez encore qu'on doit utiliser et qui n'a pas été utilisé par les autorités? Parce que là, c'est quand même, c'est de trop mettre pour chuter quand même. Il y a les accords qui ont été signés à Luanda. À Luanda, Nairobi aussi. Nairobi, et que tout le monde donne la chance à ces processus-là pour que ça puisse aboutir. Et je crois que c'est pour cela que toute la sous-région travaille dans ce sens-là pour qu'on arrive à respecter ces accords-là pour mettre fin à toutes ces atrocités sans pour autant vaquer dans la violence qui ne va rien profiter à la République démocratique du Congo ni à la région de Grand Lac. Nous devons être patients et aussi être vigilants pour que les erreurs ne puisse pas nous amener, ou le sentiment ne nous amène pas dans les erreurs. Parce que si nous commettons des erreurs aujourd'hui, nous payerons le prix, même plus tard. Vous savez, j'ai toujours dit aux gens que ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui, ça et vous ne devez pas les ignorer, qu'il y a aussi d'autres États qui ont subi la même sort que nous. Et ils ont fait de tous leurs moyens pour arriver à trouver une solution. Nous trouverons une solution. Il y avait la guerre en Angola, cette guerre a pris fin. Et ici, en République démocratique du Congo, il y a eu des guerres et ces guerres-là avaient déjà pris fin. Ça, c'est aussi une guerre que nous allons mettre fin d'ici quelques temps parce que le travail est en train d'être fait. Et c'est comme ça que je suis en train de dire aussi que nous ne devons pas empêcher aux gens de marcher ou de manifester leur mécontentement, mais nous devons encadrer ces gens-là pour qu'ils fassent passer leur message. C'est ça un peu ce que nous devons faire. Mais toutefois, lorsque nous voulons faire passer notre message, nous ne devons pas aussi faire ce que les rebelles
où les agresseurs font à la République démocratique du Congo. Parce que quand les agresseurs viennent, c'est pour piller, c'est pour brûler, c'est pour tuer. Mais si nous qui sommes mécontents, nous nous balançons aussi ou nous nous lançons aussi dans ce même comportement, nous ne serons pas différents de ceux qui nous agressent. Nous devons faire des choses de manière pacifique afin de faire entendre notre voix. Merci beaucoup, maître. Il y a un problème, un malaise qui peu à peu commence à atteindre le degré de paroxysme. Le malaise au sein de l'Agence congolaise de grands travaux. On parle aujourd'hui d'un licenciement de plus de 80 agents et aujourd'hui c'est vraiment très tendu entre ce qui a été fait par l'ancien DG et l'actuel DG. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ces grabuges, on peut dire ça comme ça, ce qui se passe au sein de cette structure de l'État? Merci beaucoup, mon frère, de m'avoir posé cette question. Moi aussi, comme vous, j'ai été informé de cette situation. C'est ici que je vais demander aux Congolais de faire des choses proprement et de ne pas jeter tout sur les épaules du chef de l'État. Lorsque vous avez une parcelle de pouvoir, il faut l'exercer normalement et pour l'intérêt de la population. Pas pour l'intérêt uniquement de votre propre famille, pour l'intérêt de la population. Parce que la satisfaction, lorsqu'elle est totale, lorsqu'elle est générale en République démocratique du Congo, même votre famille aussi sera concernée par cette satisfaction. Et ce que nous avons constaté en République démocratique du Congo, c'est qu'il y a un mal qu'il faut ôter dans la tête des Congolais, c'est que lorsqu'on vous donne un pouvoir quelconque, vous voulez que ce pouvoir-là profite qu'aux gens qui sont tout autour de vous. Alors qu'il y a des gens qui sont à Kasumbalesa, il y a des gens qui sont à Massimanimba, il y a des gens qui sont à Tchiela, Tchilenge et partout ailleurs. Ils doivent profiter de ce que vous avez comme pouvoir. Ils doivent profiter de ce que vous avez comme pouvoir. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à la CGT? Cette agence congolaise de grands travaux est chargée aussi de surveillance, de perception des taxes sur les voies routières, les tronçons, des tronçons tels que Lubumbashi, Kasumbalesa, Lubumbashi, Likasi, Kolosi. Et surtout, c'est ce tronçon-là que le problème se pose. On dit que c'est un tronçon assez juteux. Effectivement, c'est un tronçon assez juteux, comme vous venez de le dire, parce que c'est un tronçon parmi tous les tronçons de la République démocratique du Congo qui fait générer beaucoup de recettes, et cela est connu même par l'État congolais, que c'est un tronçon qui génère beaucoup de recettes, parce que si vous savez que l'ONATRA ne fonctionne plus comme fonctionnait auparavant, SNCC ne fonctionne plus comme avant. On a tué toutes ces sociétés au profit des sociétés de transport terrestre. Donc il y a des grands camions qui traversent avec les marchandises, avec les minéraux pour traverser jusqu'à arriver en Zambie pour aller vendre en Afrique du Sud. Vous comprenez? Alors c'est un tronçon qui est beaucoup plus fréquenté. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a l'Agence congolaise des grands travaux qui avait nommé des gens, des percepteurs et des contrôleurs sur ces tronçons-là. Au nombre de 84 à 86 personnes, si je ne me trompe pas. Là, c'était sous le régime de l'ancien DG. Ces gens-là travaillaient bonnement, ils font de recettes et tout ça. Il y a la rétrocession de la province, c'est la part qui revient au gouvernement central et tout ça. Pendant la période de la campagne électorale, au moment où nous sommes en train de préparer les élections, il y a eu changement de DG au niveau de la CGT. Donc on peut dire que c'est au mois de décembre, novembre, décembre. Au mois de décembre, parce que les décisions qui posent problème de ce côté-là, qui créent les désordres là-bas, ce sont des décisions prises le 5 décembre par les nouveaux DG. Le 5 décembre, pendant que les gens sont focalisés sur les élections, le DG prend des décisions pour mettre dehors 80 quelques familles. Vous savez, en République démocratique du Congo, lorsque vous avez un frère qui travaille, derrière lui, il y a des familles qui vivent à cause de son salaire. Et aussi, vous savez que la Constitution de la République démocratique du Congo garantit les droits au travail. Mais entre-temps, pendant la période électorale,
au moment où il ne fallait pas poser de tels actes, le DG qui est venu, qui a remplacé le DG qui était là, qui avait connu un peu de problèmes et tout ça, il a été même arrêté. Après, je crois qu'il avait bénéficié d'une liberté provisoire, il a voyagé, des choses comme ça. Le DG là arrive, il prend les décisions le 5 décembre. Le nouveau DG. Le nouveau DG. Quelles sont les décisions qu'il va prendre? Il va prendre les décisions pour mettre dehors 84 à 86 agents. Il a évoqué quoi comme raison, comme motif, comme il n'y a pas de motif, il n'y a pas de raison, mais tout simplement parce que c'est moi maintenant qui est aux affaires, qui suis aux affaires plutôt, c'est moi qui a la signature, donc je ne peux que prendre les gens de ma famille, mes proches, mes connaissances et tout ça, les placer là où on parle d'argent. Maintenant, maître, avec ces décisions, il y a 80 quelques personnes qui se retrouvent comme ça sur la rue. Ils ne savent pas auprès de qui s'intéresser pour parler de leur cause. Et ils ont commencé maintenant à créer un mouvement qui n'est pas un mouvement souhaitable pendant cette période. Et surtout, vous connaissez la province du Grand Katanga, c'est que cette province-là est en train de vivre. Donc, on peut dire sur terrain, nous avons deux équipes qui s'opposent. Pour le moment, il y a deux équipes qui s'opposent là-bas. 80 quelques qui sont licenciés, qui n'ont jamais été notifiés, et les 80 quelques qui sont nommés et affectés à ce poste-là. Il y a deux équipes maintenant. Donc, c'est à peu près maintenant, là où il y avait 84, maintenant nous avons 160 personnes qui travaillent là-bas. Maintenant, le mal, c'est quoi? Parce que là où le bas blesse maintenant, ces gens-là vont toujours au travail. Ils travaillent. Mais depuis là, leur salaire ne sort pas. Ils ne sont pas payés. Mais ils ont des familles, ils ont des charges à assumer. Est-ce que ces gens-là ont-ils tenté quand même de porter l'affaire au niveau de la justice pour réclamer quand même leurs droits parce qu'ils travaillent sans être payés? En fait, vous savez aussi en République démocratique du Congo, ce n'est pas tout le monde qui a cette culture. Quand il y a un problème, il saisit directement la justice. Mais ils ont quand même entamé des démarches. Je vous informe que le gouverneur du Katanga, le gouverneur Jacques Kaboula, a écrit par rapport à cette situation. Il a réservé copie même au Premier ministre pour dire ceci, que cette situation que vous avez créée, il dit ça au DG, cette situation, les décisions que vous avez prises par rapport à la situation le tronçon Lubumbashi, Kasumbalesa et Lubumbashi, Likasi, Kolosi, c'est une situation qui crée des tensions dans la province. Il y a des tensions dans la province. Donc, comme qui pourrait dire que il y a une politisation dans cette affaire. Oui, il y a une politisation parce que c'est tombé à un très mauvais moment. Vous savez, lorsque le chef de l'État est allé là-bas, c'est là que je suis en train de saluer le courage et la sagesse de ce gouverneur, Jacques Kaboula. Oui. C'est Jacques Kaboula qui a étouffé la chose. Parce que ces agents devraient manifester pendant que le président de la République est en train de battre la campagne là-bas. Vous comprenez un peu ce que ça a créé sur le plan politique? 80 quelques agents, vous le jetez sur la rue et même vous ne pensez même pas à ce que ces gens-là soient payés leur décompte final. Et aussi, pourquoi vous le mettez dehors? Vous le reprochez de quoi? Quelqu'un ne peut pas être licencié sans qu'il sache pourquoi il est licencié. Vous avez parlé ici tout à l'heure que le gouverneur a saisi le DG de la CGT. Et quelle a été maintenant sa réponse par rapport à la préoccupation soulevée par le gouverneur? Voilà. Le gouverneur, lorsque les tensions se sont manifestées, tout à fait, le gouverneur a cherché comment temporiser la question. Il a même saisi le DG par écrit. Il lui a écrit, il a dit, il faut surseoir cette décision. Parce que la décision du DG, c'était que, une fois que l'équipe qu'il a nommée commence le travail, et que les autres là doivent retourner directement dans leur maison. La sagesse du gouverneur dit non. Ça va créer des tensions que nous ne saurons pas gérer. Et nous sommes pendant une très mauvaise période. Je crois avoir la lettre du gouverneur. Je peux vous faire lire ça même après notre émission ici. Vous allez lire les termes que le gouverneur a utilisés. Ces décisions-là ont créé des tensions énormes dans la province. Il faut
sursoir à l'exécution de ces décisions, chercher comment trouver une solution. D'abord, la suite qu'il faut donner aux agents que vous licenciez là. Parce que c'est une décision prise d'une manière arbitraire et d'une manière désordonnée. Parce que ce sont des agents de la province. Il faut commencer d'abord par consulter la province, signifier à la province que non, voilà ce que nous reprochons à ces agents-là. Et en ce moment-là, vous allez prendre une décision parce qu'ils se verront peut-être que non, c'est parce que nous avons commis telle ou telle autre bavure qu'on a demandé que nous soyons, par exemple, mités dans une autre province, ou bien on nous a demandé d'aller à la maison parce que nous n'avons pas bien travaillé. Mais à ces agents-là, vous ne les reprochez de rien. Vous n'avez même pas fait une lettre de 2 phrases pour lui dire que non, voilà, suite à votre incompétence, suite à ça, nous vous mettons dehors. Non, vous prenez seulement les décisions, vous désignez les agents. Et dans la décision, vous dites que non, toute autre décision antérieure, c'est-à-dire les décisions qui ont été prises par mon prédécesseur, portant leur nomination, portant leur nomination ou leur désignation, ces décisions-là sont abrogées. Mais quand vous abrogez ces décisions-là, donnez maintenant la suite à ces agents-là. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Vous allez jeter des gens sur la rue, vous remplacez, vous enlevez la compétence ou l'expérience pour amener des agents qui viennent de commencer. Mais maître, il y a une chose... C'est qu'on est en train de créer. Tout à fait. Là. Donc, vous avez dit que les agents de l'ancien DG, appelons ça peut-être comme ça, là, entre guillemets, nommés avant le nouveau DG, ils travaillent, ils s'appuient sur quel texte? Au fait, ces agents-là ont été désignés parce qu'il y a eu des contrats, des conventions entre la CGT et les provinces pour la gestion de tronçons là et tout ça. Je n'entre pas là-dedans un peu beaucoup plus. Maintenant, on avait décidé à ce que les agents qui doivent travailler sur ces tronçons-là ou dans ces domaines-là soient des agents de la province. Vous comprenez? Pour éviter des histoires, non, voilà, quelqu'un se déplace avec sa famille pour aller travailler au Katanga ou celui du Bas-Congo quitte là pour aller... Non, que les agents qui sont là en province travaillent à ce service-là. Et c'est ce qui a été fait. Et ils ont été désignés par les décisions du DG. Vous comprenez un peu? C'est comme ça qu'ils sont là en train de travailler en province. Mais lorsque vous voulez maintenant faire partir ces agents-là, qu'est-ce que vous, en tant que DG, vous devez faire? C'est que vous les reprochez de quelque chose. Ce n'est pas parce que c'est une équipe que vous avez trouvée que vous allez dire que non, voilà, comme moi je viens, je dois vous faire partir et nommer une équipe qui va m'obéir, ou soit une équipe que moi je vais mettre là-bas. Non, c'est le service de l'État. C'est le service de l'État. Ce n'est pas votre entreprise privée où vous devez engager qui vous voulez. On accuse notamment parmi les les agents de l'ancienne équipe d'être un peu tribal, selon ce que nous avons eu comme information de terrain. Et l'actuel DG aurait peut-être pris toutes ces observations-là en compte. Maintenant, il vient avec une nouvelle équipe pour faire une sorte de cohésion, ne pas privilégier un camp au détriment des autres. Je vous dis que maintenant, là, heureusement que c'est un dossier que vous suivez aussi bien comme moi. Maintenant, là, ce sont ces décisions de DG qui ont infiltré cet aspect des choses. Comment ça? Le tribalisme. Parce que le message véhiculé dans la province, c'est qu'on a pris une décision de faire partir les fils de province pour nous amener les gens d'autres provinces pour qu'ils travaillent là-bas. Vous comprenez un peu? Et le message qu'on est en train de faire passer auprès de ces 80 quelques agents, voilà, la politique mise en place, c'est d'écarter les enfants, les natifs, pour les remplacer par les politiciens qui viendront de Kinshasa. Mais ils sont toujours quand même au Congo, ces jeux. C'est maintenant le message qu'on est en train de faire passer. Donc, cette décision, ce sont des décisions qui sont venues pour créer le désordre dans la province, comme le gouverneur le dit dans sa lettre. Ça dérange la cohésion nationale. Ça dérange la cohésion nationale. Ça dérange la cohésion nationale parce que ce qui s'est dit sur terrain et ce qui s'est fait là-bas, c'est autre chose. Parce qu'on peut se réveiller aujourd'hui, on ne sait pas ce qui va se passer. Quand les autres qui étaient là viennent travailler,
et ceux qui n'étaient pas là, qui viennent fraîchement d'être nommés, viennent. Ceux-là touchent le salaire et les autres ne touchent rien. Vous voyez ce que ça va faire. Et pourquoi on a pris ces décisions-là? Il fallait commencer d'abord par notifier aux autres que non, voilà, s'ils étaient sous contrat, votre contrat a pris fin. Et comme le contrat a pris fin, qu'est-ce qu'on fait? On paye à ces gens-là l'aide de compte final, s'ils étaient engagés sous un contrat. Et si cela n'est pas le cas, et que ce sont des agents de l'État, l'État peut décider, dire que non, voilà, vous avez travaillé sur ce tronçon, nous vous envoyons maintenant sur tel autre tronçon, donc il y a sous forme de permutation, vous comprenez? Mais prendre des gens qui viennent fraîchement de quelque part, ou des gens qui n'ont jamais travaillé dans ces domaines-là, vous dites non, allez travailler là-bas parce qu'il s'agit de questions d'argent, ça dénote un peu un désordre. Maintenant qu'il y a les tensions. Ça a créé trop de problèmes et il y a des tensions dans le Katanga par rapport à cet aspect des choses. Le seul moyen d'atténuer la situation, la solution c'est quoi? Que le DG retire cette décision. Vous comprenez? Qu'il négocie avec ces agents-là pour que la paix règne. Et s'il veut le faire partir de là, il va négocier avec eux, voir comment il peut le faire partir. Ils vont négocier comment, mettre sur base de quoi? Mais lorsqu'ils étaient arrivés là-bas, lorsqu'ils sont arrivés à travailler là-bas, ils étaient arrivés sur base de quoi? Ils étaient arrivés sur base de textes. C'est sur base aussi de ces textes-là qu'ils vont négocier. Mais comment quelqu'un peut se retrouver sur un poste de travail où on paye de l'argent et tout ça? C'est comme les gens qui travaillent ici à Kassangoulou, par exemple. Comment ils sont arrivés là-bas? Ils sont arrivés sur base d'un texte. Tu ne peux pas aujourd'hui te réveiller comme ça, tu arrives là que non, je suis journaliste et je commence à faire payer les taxes au niveau des camions et tout ça. Non, il faut que vous puissiez être investi par un pouvoir. Vous comprenez un peu? Qu'est-ce que c'est? Comme ça, ces gens-là étaient investis, étaient envoyés là-bas par des décisions de la CGT. Vous comprenez? Lorsque vous devez le faire partir, vous devez encore le faire partir par décision. Qu'est-ce qui vous avait motivé de les envoyer là-bas? Vous avez trouvé qu'il y avait un besoin. Ce besoin-là vous a amené de prendre ces gens et les affecter. Et maintenant, vous estimez que le besoin n'existe pas. Le besoin n'existe plus. Vous le signifiez que non, le besoin-là n'existe plus. Voilà, nous nous séparons. Là, il n'y a pas de problème. Mais faire des choses d'une manière clandestine et ne sont même pas informés et tout ça, mais du moins, ils voient des agents venir avec des décisions que non, nous sommes affectés pour travailler à tel endroit, tel endroit. Mais non, il y a des gens qui travaillent là-bas. Non, mais la décision dit que non, les premières décisions sont annulées. Oh. Mais ça se passe comme ça dans l'administration de l'État. C'est depuis décembre, vous avez dit que la décision a été prise. Aujourd'hui, c'est déjà le 12 février. Et qu'est-ce que ces agents-là ont fait depuis tous ces temps et un mois passé? Est-ce qu'ils ne peuvent pas d'eux-mêmes observer ou comprendre qu'ils n'ont plus leur place là, ils partent calmement, parce que là, c'est déjà un mois qui passe et c'est un silence radio. Si toutes les voix telles qu'ils sont en train de faire là ne sont pas, ils n'obtiennent pas gain de cause, ils pensent faire encore quoi? Oui, au fait, le problème, c'est qu'ils ne sont pas appelés à constater qu'il y a un climat malsain et se décourager. Moi, je leur demande de persévérer, de continuer avec le combat, parce que c'est la vie aussi de leur famille. Hein. Ils ne vivent que de ce travail-là. Alors, ils ne peuvent pas, parce que quelqu'un est venu avec ses sentiments, il prend des décisions comme il veut, et puis aussi doivent exécuter des choses comme ça. Non, ils doivent continuer à se battre parce qu'il faut protéger aussi l'emploi. Exactement. Protéger aussi l'emploi. Et l'emploi aussi est protégé par les textes de la République démocratique du Congo. Ce que moi je suis en train de dire, je le demande tout simplement à ne pas céder aux intimidations, mais serrer les ceintures, utiliser toutes les voies possibles qu'il faut utiliser, toutes les voies pacifiques possibles pour arriver à être rétablis dans leurs droits. Entre autres, ils doivent, comme ils ont déjà saisi les autorités, parce que quand le gouverneur de la ville a réagi par rapport à cette situation. Mais ça n'a pas pu marcher, ça tarde toujours. C'est-à-dire qu'ils ont saisi les autorités. C'est ce qui a fait que, c'est d'ailleurs l'intervention du gouverneur qui a fait que les deux équipes soient sur place. Vous comprenez? Okay. Parce que pour le DG, il fallait que quand l'autre équipe là est arrivée là-bas, directement il devait partir. Que les autres puissent partir. Mais ils vont partir comment? De quelle manière ils vont partir?
De quelle manière ils vont partir? Après avoir servi l'État pendant autant de temps, on vous dit seulement que partez et puis vous partez. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est la sagesse du gouverneur de Katanga, Jacques Kabula, qui a fait que les deux équipes continuent à travailler. Et maintenant, les deux équipes continuent à travailler. Maintenant, ce qui a envenimé la situation maintenant, c'est quoi? C'est le salaire. C'est le salaire maintenant. Maintenant, les deux équipes travaillent, les autres touchent le salaire. Les autres ne touchent rien. Vous comprenez un peu? C'est pour leur dire que non, vous devez effectivement partir. Mais puisque c'est le gouverneur qui a un peu calmé la tension, il y a un camp entrant qui touche, qui perçoit le salaire, mais il peut aussi user du même pouvoir pour que l'ancien camp recommence à percevoir leur dû quand même. C'est comme ça que lorsque vous m'avez posé la question, j'ai dit ici que non, ils doivent continuer à utiliser toujours les voies pacifiques, comme ils avaient déjà saisi le gouverneur. Et maintenant qu'il y a des nouvelles donnes qui s'ajoutent, le non-paiement de leur salaire, quand bien même qu'ils continuent à travailler, ils doivent encore retourner auprès du gouverneur pour lui faire voir la situation. Si cela ne tient pas, si les autorités de Kinshasa ne réagissent pas, il y a la justice qu'il faut encore saisir. Donc c'est ce qu'on peut dire comme plan B. Oui, c'est ça le plan B. Il faut saisir la justice pour que les décisions de ces DG ou de ces directeurs puissent être annulées et qu'eux soient rétablis dans leurs droits. Parce que ce sont des décisions prises à marge de la loi de la République. Vous pensez que l'implication du chef de l'État sur ce dossier pourrait quand même faire baisser la tension? Je me dis que si cela est possible, que le chef de l'État puisse intervenir pour faire baisser les tensions dans cette province-là. C'est déjà une province à problème. Nous n'avons pas besoin d'autres tensions là-bas pour que les gens puissent dire que non, voilà, et de l'autre côté, il y a ceci, il y a cela. Non, c'est un problème très simple de retirer les décisions qui méconnaissent plutôt le droit de travail aux paisibles citoyens qui vivent dans cette province-là. C'est ça le problème. Donc, ici, personnellement, moi j'ai dit, je demande aussi à ce que l'intervention du président de la République, le Premier ministre, effectivement, président de l'Assemblée, président du Sénat, que toutes ces autorités, et aussi le ministre de tutelle, parce que c'est sous le tutelle du ministère de Travaux publics et Infrastructures, et aussi le ministre de tutelle. Parce que toutes ces autorités ont été mises en ampliation par le gouverneur de province. Donc, c'est-à-dire que s'ils étaient peut-être distraits par rapport à la campagne électorale, parce que la plupart étaient des candidats députés, mais pour le moment, je crois que les dossiers là est sur leur table. Ils doivent le traiter avec célérité pour arrêter l'hémorragie. Nous avons encore des problèmes, nous ne voulons pas en ajouter. C'est ça un peu ce qu'il faut comprendre par rapport à cette situation de la CGT. À quand ces plans B pourraient être mis en application? Le plan B, lorsqu'on constate qu'effectivement il n'y a pas un délai quand même, continue à s'entêter et tout ça, on va chercher à ce que la justice puisse être mise en contribution pour qu'ils soient rétablis dans leurs droits. En matière de droits, je crois qu'il y a toujours des délais, mais nous savons comment on peut faire pour que... Nous les conseillerons à faire des choses correctement et mieux faire pour que la justice puisse leur donner raison. Merci beaucoup, maître. Un dernier mot par rapport à cette affaire, comme ça on va chuter. Un dernier mot par rapport à cette affaire. Un message surtout aux familles qui nous sommes en train de nous suivre. Premièrement, je demande à monsieur le DG de la CGT de prendre toutes ses responsabilités et se rétracter par rapport à ces décisions qui ont créé des désordres dans la province du Katanga et qui continuent à semer de désordre dans cette province-là. Il y a risque qu'il y ait des tensions dans cette province à cause de ce qui se passe à la CGT, de ce que vous avez pris comme décision. Et je demande à tous ces agents qui sont affectés par rapport à ces décisions de prendre leur courage et de continuer à se battre, parce que c'est la vie, il faut toujours se battre, continuer à se battre de manière pacifique, surtout de manière pacifique pour arriver à atteindre le résultat. Si tout ne marche pas, il y a encore une voie qui vous reste ouverte, c'est la voie de la justice. Je crois que nul n'est au-dessus de la loi en République démocratique du Congo, surtout que le président de la République est en train de prôner l'état des droits. Je crois que la justice ne vous laissera pas. Elle va vous accompagner parce que nous disons toujours que la justice élève une nation.
Ne vous découragez pas, prenez votre courage, continuez à travailler. C'est pour la République démocratique du Congo que vous travaillez. Il y a des familles qui vivent grâce à ce que vous faites comme travail. Ne vous découragez pas, le combat continue. Je crois que vous allez remporter la victoire d'ici là parce que les choses tournent toujours bien. Merci beaucoup, maître Dani Chamala. Avec lui, ici sur ces plateaux, nous avons passé en revue deux grands sujets. D'un côté, il était question de parler de mouvements de tension, mouvements de manifestations, protestations contre l'insécurité dans l'Est de la RDC. Aussi, nous avons parlé également de ce malaise qui atteint peu à peu son paroxysme au niveau de l'agence congolaise de grands travaux. Merci de votre aimable attention. Nous sommes là, nous continuons toujours à vous servir, à vous donner le meilleur de nous. Restez branchés sur les antennes de Tokomi-Wapi, Congo Positif, votre magazine d'information d'actualité sera toujours là. Merci bien.